Le frottis, appelé maintenant prélèvement cervico-utérin, est un examen de dépistage de lésions précancéreuses du col de l'utérus. Il consiste à recueillir des cellules au niveau du col et à les analyser au microscope. C'est un geste simple, indolore, qui doit être pratiqué dès le début de l'activité sexuelle et répété régulièrement. Il peut être réalisé par un gynécologue, un médecin généraliste ou une sage-femme. Donc, le frottis sert à dépister le cancer du col de l'utérus, une maladie causée principalement par une infection persistante par le papillomavirus humain HPV, transmis par voie sexuelle. Le cancer du col se développe sur la muqueuse du col de l'utérus. Plus de 20 000 types de papillomavirus humains existent, donc environ 40 peuvent infecter les organes génitaux. L'HPV à bas risque sont responsables des virus génitales, qu'on appelle les condylomes. L'HPV à haut risque oncogène, surtout le type 16 et 18, peuvent provoquer différents cancers, dont celui du col de l'utérus. Le cancer du col de l'utérus se développe lentement en plusieurs étapes. Il commence par une infection persistante au HPV qui peut provoquer des lésions précancéreuses appelées dysplasie. Ces anomalies peuvent rester stables, régresser spontanément ou au contraire progresser. Sans dépistage ni traitement, certaines lésions de haut grade évoluent progressivement vers un cancer invasif, généralement sur une période de 10 à 15 ans. C'est pourquoi le dépistage précoce par le frottis est essentiel. Il permet d'interrompre cette évolution avant l'apparition du cancer. C'est pour cela que la prévention joue un rôle très important. On a la prévention primaire qui se fait par la vaccination contre l'HPV. Elle est recommandée chez les jeunes filles de 11 à 19 ans, mais non disponible en Algérie. On a la prévention secondaire, c'est le dépistage par le frottis qui permet de détecter précocement les lésions précancéreuses. Et la prévention tertiaire, c'est la prise en charge. Donc, dans l'Algérie où la vaccination n'est pas encore disponible, le frottis est le principal moyen de prévention. Maintenant qu'on a vu la prévention, passons aux modalités de dépistage. De 25 ans à 30 ans, le dépistage est cytologique. Ça veut dire qu'on analyse les cellules du col. On va faire un premier frottis qu'on va contrôler un an plus tard, puis tous les 3 ans jusqu'à 30 ans. Ensuite, ça sera un dépistage virologique par un test HPV de 30 ans à 65 ans. Là, le prélèvement cervico-vaginal recherche de l'infection par un virus à haut risque. Ce test est plus fiable et se fait toutes les 5 ans. Un bon prélèvement est essentiel pour éviter les faux négatifs. Le frottis doit être réalisé en respectant certaines conditions. D'abord, il doit être fait en dehors des règles et de tout saignement. Deuxièmement, sans rapport sexuel, toilette intime, ovule ou crème vaginale dans les 48 heures précédentes. Et il doit être réalisé en dehors d'une infection. Si on prend un traitement, on doit attendre environ 4 semaines après ce traitement. Pour procéder à un prélèvement cervico-utérin, nous aurons besoin du matériel suivant: la fiche de renseignement, des gants, un spéculum, la spatule taillère. À défaut, on peut utiliser la baisse-langue. On aura aussi besoin de compresses, d'une cytobrosse, d'un fixateur cytologique ou un fixateur de cheveux, un flacon cytologique si on va faire des prélèvements virologiques et de lames. Je vous invite à voir ce petit short juste ici. Maintenant, on va voir le déroulement de l'examen. On commence par remplir la fiche de renseignement car elle permet d'identifier la femme et de mieux comprendre sa situation. On y note son nom, prénom, âge, la date de ses dernières règles, son moyen de contraception, ses antécédents gynécologiques ou obstétricaux, grossesse, accouchement, intervention chirurgicale, ses traitements en cours et si c'est son premier frottis ou un frottis de contrôle. Ces informations sont essentielles pour interpréter correctement les résultats. On prend le temps de discuter avec la patiente, on lui explique comment ça va se dérouler l'examen, on la rassure sur le fait que ce geste est simple, rapide et indolore.
Cet échange permet aussi de répondre à ces questions et de la mettre en confiance. Avant de commencer, on vérifie soigneusement le matériel et les lames doivent être étiquetées à l'avance. Par exemple, on va écrire 1 ou 2 ou bien exocolle, endocolle pour éviter toute confusion. Ensuite, on invite la femme à s'installer en position gynécologique sur la table d'examen. Ne faites pas de toucher ou si vous voulez faire un toucher, que ça nécessite un toucher, faites d'abord le prélèvement puis le toucher. Réalisez une inspection rapide de la vulve. La troisième étape, c'est d'introduire le spéculum, son lubrifiant afin de visualiser correctement le col. Il est important de ne pas toucher les valves parce qu'elles sont stériles. On le tient uniquement par le bras. Insérez complètement le spéculum avec la vis tournée vers le côté et les lames verticales. Tournez de 90 degrés pendant l'insertion pour que la vis soit orientée vers le haut et que les lames deviennent horizontales. Ouvrez lentement les lames et utilisez la lumière pour inspecter le col de l'utérus. Votre col est visualisé. Maintenant, serrez la vis pour maintenir le spéculum comme ça ouvert afin de pouvoir utiliser votre main droite pour effectuer le prélèvement. S'il y a de la glaire cervicale, on tamponne avec une compresse sèche pour dégager le col. Ensuite, on passe à la technique de prélèvement choisie, soit sur les lames ou bien sur un milieu aqueux. On commence par la technique avec lame. On utilise d'abord la spatule taillère pour recueillir les cellules de l'exocole. La spatule est appliquée fermement sur le col avec son extrémité adaptée à la taille de l'orifice cervical, puis on effectue une rotation complète à 360 degrés autour de l'orifice externe. Ce geste il permet de recueillir un échantillon homogène de cellules provenant de la zone pavimenteuse. On étale sur une lame propre. L'étalement doit se faire en un coup de spatule. Évitez les va-et-vient parce que ça va endommager les cellules. Puis on va fixer en pulvérisant un spray fixateur. Ensuite, on prélève les cellules de l'endocole avec la brosse endocervicale. Celle-ci est introduite délicatement dans le canal cervical. Puis on effectue une rotation d'un demi-tour. On étale sur la lame en faisant un mouvement de rotation. Puis on fixe avec un fixateur. Une fois le prélèvement terminé, on retire doucement le spéculum. Après l'avoir déverrouillé, on laisse la femme se réhabiller. On vérifie que les lames sont sèches avant de les emballer avec la fiche de renseignement dans une enveloppe et on la donne à la femme pour l'adresser vers un laboratoire. Maintenant, on va voir le prélèvement en milieu liquide. Pour cela, on utilise une brosse cervico-endocervicale, type cytobroche. Elle permet d'effectuer le prélèvement sur l'exocole, l'endocole et de la jonction. On place la brosse de façon à ce que sa partie centrale pénètre légèrement dans l'endocole, tandis que les poils latéraux balayent l'exocole. Une fois bien positionné, on effectue une rotation complète de 360 degrés en appuyant légèrement pour recueillir à la fois les cellules de l'exocole et de l'endocole. Contrairement à la technique sur lame, ici, un seul geste suffit pour collecter l'ensemble du matériel nécessaire. Immédiatement après, on émerge la brosse dans le flacon du milieu liquide. Soit on agite rigoureusement la brosse dans le liquide pour libérer les cellules, soit on détache l'embout de la brosse et on la laisse directement dans le flacon. Le flacon est ensuite refermé, puis étiqueté avec l'identité de la patiente, comme pour le frottis sur les lames. On rappelle que l'étape de fixation immédiate est assurée par le liquide conservateur. On laisse la patiente se réhabiller, on met le flacon et la fiche de renseignement dans une enveloppe et on la donne à la patiente. Chez la femme ménopausée, le frottis peut être plus difficile à réaliser car la zone de jonction entre l'exocole et l'endocole remonte à l'intérieur du canal cervical et devient donc moins accessible. C'est lié au déficit en oestrogène qui rend parfois le prélèvement pauvre en cellules. Pour améliorer la qualité du frottis, du prélèvement, il est recommandé de préparer le col avec un traitement local oestrogénique. On va lui donner des ovules à base d'ostriol comme l'Ovestin ou colpotrophine, qui est administré pendant 8 à 10 jours.
On arrête ensuite le traitement, on attend environ 3 jours, puis on réalise le prélèvement. Là, on va avoir une zone de jonction plus visible et un prélèvement plus riche en cellules. Une fois le prélèvement envoyé au laboratoire, l'anatomopathologiste analyse les cellules au microscope, ce qui veut dire l'interprétation du prélèvement cervico-utérin repose sur l'analyse microscopique de cellules recueillies au niveau du col de l'utérus. Le compte rendu comporte généralement 4 parties. D'abord, on vérifie si le frottis est interprétable, ce qui veut dire une bonne qualité de prélèvement et il y a présence de cellules de la zone de jonction. Ça veut dire que le frottis est satisfaisant pour évaluation. Puis, on a la technique utilisée, soit sur lame ou en milieu liquide. Ensuite, la description de cellules observées et enfin, les recommandations éventuelles. Si le frottis est normal, on retrouve uniquement des cellules saines de l'exocole et de l'endocole. En cas d'anomalie, on parle des lésions intraépithéliales dont la gravité varie. On a un système, c'est le système de Bethesda, qui nous permet de classifier ces lésions. Le système Bethesda, utilisé pour l'analyse cytologique du frottis, désigne les anomalies des cellules malpighiennes et des cellules glandulaires. Concernant les cellules malpighiennes, on trouve ASCUS, qui veut dire atypie des cellules épithéliales de signification indéterminée. Donc, c'est des cellules anormales dont l'interprétation reste incertaine. On a ASCASH, c'est des cellules atypiques qui ne permettent pas d'écarter une lésion de haut grade. Donc, on peut dire que c'est des cellules suspicieuses d'être des cellules de haut grade. On a les lésions de bas grade, c'est des dysplasies légères atteignant environ un tiers de l'épaisseur de l'épithélium. La dysplasie veut dire que c'est une anomalie de développement ou de différenciation de cellules. Les cellules deviennent anormales par leur taille, forme, organisation et leur noyau. Elle n'est pas encore cancéreuse, mais c'est une lésion précancéreuse qui peut évoluer vers un cancer si elle n'est pas traitée. Les lésions de bas grade, qu'on appelle LSIL, sont des dysplasies légères. Pour se souvenir que ce sont des cellules de bas grade, le L ici veut dire low, donc bas. Et on trouve HSIL, c'est des lésions malpighiennes intraépithéliales de haut grade. Le H veut dire high, donc haut, c'est des dysplasies qui atteignent jusqu'à 2 tiers à la totalité de l'épithélium. Donc c'est des dysplasies modérées à sévères. Et on retrouve le cancer invasif le plus fréquent du col de l'utérus, c'est le carcinome malpighien. Il naît à partir de l'épithélium malpighien. Là, les cellules franchissent la membrane basale et envahissent le tissu conjonctif sous-jacent. Elles peuvent ensuite s'étendre localement et à donner des métastases. Concernant les cellules glandulaires, les catégories incluent AGC, c'est des cellules glandulaires atypiques qui sont source possible de néoplasie. La néoplasie, néo veut dire nouveau, plasie veut dire la formation. Donc c'est une formation tissulaire nouvelle. Mais c'est une prolifération cellulaire anormale qui échappe aux mécanismes normaux de régulation. Cela peut être bénin ou malin. Elle est encore non invasive. On a AIS, c'est l'adénocarcinome in situ, c'est des lésions précancéreuses glandulaires qui sont non invasives. En cas de biopsie, il y a une autre classification, celle de l'Organisation mondiale de santé, l'OMS. On a 3 grades selon l'étendue de la dysplasie épithéliale malpighienne. On a CIN1, c'est une dysplasie légère, qui veut dire néoplasie intraépithéliale cervicale, qui correspond à des lésions intraépithéliales de bas grade. On trouve le grade 2, CIN2, c'est des dysplasies modérées, qui va jusqu'à 2 tiers de l'épithélium, qui correspond à des lésions intraépithéliales de haut grade. Et on a CIN3, c'est des dysplasies sévères ou carcinome in situ, atteignant plus de 2 tiers de l'épithélium,
voir toute l'épaisseur de l'épithélium. Elle est classée sous haut grade. En totalité, le système Bethesda se base sur l'observation cytologique des cellules malpighiennes ou glandulaires observées au prélèvement cervico-vaginal, tandis que la classification de l'OMS repose sur l'étendue histologique de la dysplasie, observée sur des biopsies du col. Maintenant, la prise en charge. La prise en charge sera selon le résultat du frottis de la classification de Bethesda. On a ASCUS, les cellules malpighiennes atypiques de signification indéterminée. On réalise un test de triage HPV. On recherche de type à haut risque. Si le test HPV est négatif, la patiente n'est pas reconvoquée. On reprend le dépistage de façon classique, une surveillance, tous les 3 ou 5 ans selon l'âge. Si le test HPV est positif, on réalise une colposcopie avec biopsie pour explorer la zone suspecte. Si le résultat c'est des lésions de bas grade, ces lésions sont très fréquentes et régressent spontanément dans 60 à 90% des cas, surtout chez les jeunes femmes. Chez les moins de 30 ans, on privilégie une surveillance simple, un frottis ou un test HPV de contrôle après 6 à 12 mois. Chez les patientes supérieures à 30 ans, ou si la lésion persiste au contrôle, on passe à la colposcopie avec biopsie. Si c'est des cellules de haut grade, on agit plus rapidement. On demande une colposcopie avec biopsie systématiquement pour confirmer le diagnostic. Et dans certains protocoles, si forte suspicion de CIN3+, on passe directement au traitement. Concernant les anomalies glandulaires AIS, on passe à une colposcopie et une biopsie multiple. Et souvent, on associe un curetage endocervical et parfois même une hystéroscopie pour éliminer un adénocarcinome in situ ou invasif. Après la biopsie, elle confirme le type de lésion selon la classification de l'OMS. Si on trouve CIN1, une dysplasie légère, on va faire une simple surveillance, un contrôle de 6 à 12 mois. Si on trouve CIN2, on refait une colposcopie, un test de VIH avec un frottis tous les 6 mois. Si le résultat c'est CIN3, on passe directement au traitement. Si c'est un carcinome invasif, on va faire un bilan d'extension, une prise en charge avec chirurgie et radio-chimiothérapie, c'est selon le stade. La colposcopie, c'est un examen médical qui permet d'observer le col, le vagin et parfois la vulve à l'aide d'un appareil qu'on appelle colposcope. Cet examen se fait par un gynécologue, mais il faut le connaître pour orienter notre patiente vers un gynécologue en cas d'un résultat anormal d'un frottis. Le colposcope est une sorte de loupe binoculaire munie d'une source de lumière qui grossit l'image, c'est comme des jumelles. Le but est de repérer des anomalies invisibles à l'œil nu, comme les lésions précancéreuses ou cancéreuses du col. On le fait quand un frottis revient anormal. La patiente est installée en position gynécologique comme pour le prélèvement cervico-utérin. On introduit un spéculum pour bien visualiser le col. D'abord, on observe à l'œil nu, puis on applique ensuite des produits révélateurs. En premier, l'acide acétique qui va blanchir les zones anormales. Puis, une solution de Lugol qui va colorer les cellules normales en brun foncé. Donc, l'acide acétique, il colore en blanc les cellules anormales et le Lugol colore en brun les cellules normales. Par la suite, on va faire une carte où il y a les lésions. Et si nécessaire, on va réaliser une biopsie dirigée. Donc, on va prendre un petit fragment de tissu qu'on va envoyer en analyse histologique. Donc, en gros, l'intérêt de la colposcopie, elle nous permet de localiser avec précision les zones suspectes. Elle permet de guider la biopsie. Elle permet de différencier une lésion bénigne d'une lésion précancéreuse ou cancéreuse et nous orienter vers un traitement adapté. On arrive au traitement possible des lésions cervicales. On a la vaporisation laser. Le laser est utilisé pour brûler et détruire les cellules anormales à la surface du col.
C'est une technique qui permet de traiter uniquement la zone malade. Deuxièmement, on a la cryothérapie. Elle consiste à congeler la lésion avec une sonde refroidie à l'azote liquide pour détruire les cellules précancéreuses. C'est une technique simple, rapide, mais uniquement possible pour des petites lésions bien limitées. La troisième, c'est la conisation. Là, on va enlever, sectionner la partie où se trouvent les cellules anormales. Et après traitement, la femme sera sous une surveillance rapprochée pour éviter les récidives. Donc un contrôle cytologique, un frottis ou un test HPV en 6 mois, puis un suivi régulier pendant plusieurs années selon les recommandations. Si tu arrives à la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé et à la prochaine.